En 2013, un Sweden 45 nommé Xiao naviguait entre l'Indonésie et les îles Cocos. Lorsqu'en approche de la côte, il entra en collision avec un objet flottant à la surface. Le safran se rompit sous l'impact et une importante voie d'eau apparut dans le bateau. L'équipage lança un message de détresse et essaya de sauver le voilier. Le Jitsi reçut le message et se détourna pour les secourir, suivi par 2 autres bateaux. Malgré tous leurs efforts, les naufragés durent abandonner leur voilier, qui sombra peu après. Les images que vous venez de visionner sont la parfaite illustration de ce que craignent tous les navigateurs, la perte de son bateau. Et dans ce cas, c'est un OVNI qui en est le responsable. Les OVNI, objets flottants non identifiés, représentent un risque de plus en plus important pour la navigation, sans compter qu'ils sont souvent la source de pollution non négligeable. Mais que sont-ils finalement ces objets flottants non identifiés? Si la plupart du temps nous ne savons pas la nature de l'objet qui a été percuté, en revanche, nous connaissons parfaitement la nature et la provenance de ces OVNI, ce qui nous permet de les classifier en 3 catégories différentes. Tout d'abord, nous avons les OVNI d'origine animale. C'est ce que l'on voit maintenant quasiment sur chaque grande course au large. Un skipper qui tape dans un animal marin, baleine, rorqual, tortue, etc. Ce sont des animaux suffisamment grands et costauds pour endommager des bateaux de course qui naviguent à plus de 20-30 nœuds. Ceux-ci se retrouvent parfois stoppés net par la violence du choc. Inutile de préciser que pour l'animal, c'est souvent la mort qui résulte de la collision. Alors pourquoi cette recrudescence d'accidents avec les animaux marins? Tout simplement parce que les bateaux de course, contrairement à la plupart des voiliers de croisière, vont de plus en plus vite dans une mer devenue très bruyante par la multitude de sons qui s'y propagent. Les animaux n'entendent plus arriver ces véritables fusées lancées à fond. Lors du Vendée Globe de 2016, Quito de Pavan avait percuté un OVNI. Il avait dû abandonner son bateau et être évacué sur le Marion Dufresne. Juste avant d'être sauvé, le skipper avait eu le réflexe de récupérer son disque dur sur lequel étaient stockées des images enregistrées par ses caméras. Après les avoir analysées, c'est bien un cachalot qu'on le voit faire surface juste après la collision. L'animal a ensuite plongé. On ne sait pas s'il a été grièvement blessé. Le bateau, lui, a été abandonné en plein océan Indien, devenant à son tour un OVNI. 2 ans plus tard, ce même monocoque est retrouvé échoué sur la côte est de Madagascar. En apprenant la nouvelle, Quito de Pavan dira « Le point positif maintenant, c'est qu'il ne sera plus un danger pour les autres bateaux ». La deuxième catégorie d'OVNI a pour origine la Terre, souvent par le biais des fleuves et des rivières qui charrient lors des crues des bois et des débris divers. Un bon exemple, c'est la tempête Alex qui a provoqué un épisode méditerranéen exceptionnel sur les Alpes-Maritimes avec des pluies diluviennes. La crue de la Vésubie, de la Roya et du Var ont charrié des tonnes de débris vers la mer. Arbres arrachés et maisons disloquées en composant l'essentiel. En France, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde, les autorités ont déployé des moyens importants, dont des plongeurs pour récupérer le plus possible de bois en mer. À terre, d'autres équipes ont empêché les troncs de gagner le large. Mais malgré toute cette catastrophe a eu des conséquences durables sur la navigation en Méditerranée. La troisième catégorie d'OVNI est issue de l'activité maritime humaine. Et au premier rang d'entre eux, on trouve les conteneurs. En effet, l'industrie du transport maritime estime qu'environ 1500 conteneurs disparaissent en mer chaque année. Ces chiffres se basent sur des déclarations des armateurs. Mais en réalité, 2000, 10 000 ou même 100 000 conteneurs pourraient être perdus en mer chaque année en tombant des porte-conteneurs qui les transportent. Tout simplement parce qu'un commandant de navire marchand n'est tenu de déclarer la perte d'un conteneur ou de tout autre objet uniquement s'il est près des côtes et qu'il devient un danger pour la navigation. Il est inutile de préciser que dans ce cas, rares sont ceux qui déclarent ces pertes, pour éviter d'être tenus responsables en cas d'accident ou de pollution. Les conteneurs tombés à la mer étant rarement remplis d'objets inertes. En 2014, un porte-conteneur a déclaré la perte de 20 boîtes au large des côtes bretonnes. Après enquête, ils en avaient en fait perdu 348. Sachant que 90% des conteneurs flottent entre deux eaux quelques jours ou semaines avant de finir par sombrer, je vous laisse imaginer le danger qu'ils représentaient pour la navigation.
L'industrie de la pêche au thon participe également au dépôt d'OVNI en mer, avec la mise à l'eau de dizaines de milliers de dispositifs de concentration de poissons. Ils sont répartis sur toutes les zones tropicales de tous les océans du monde. Les DCP utilisés par les thoniers sont faits de radeaux en bois ou de bambou, mais aussi en PVC et plastique. Ils sont équipés de matériel électronique, sondeurs, balises, satellites. Et sous les radeaux pendent des dizaines de mètres de filets en matière synthétique, ce qui représente un vrai danger si un voilier s'empêtre dans ceux-ci. En l'absence de la moindre régulation encadrant leur usage, il est impossible de connaître le nombre exact de DCP dérivant actuellement dans les océans. Les industriels n'ont pas l'obligation de signaler aux autorités le nombre de DCP qu'ils mettent à l'eau. Ils ne sont pas non plus obligés de les récupérer. De l'aveu même des entreprises de pêche, ce sont environ 20% de ces DCP qui sont perdus chaque année. Un autre danger qui menace les navigateurs, ce sont les bateaux qui ont été abandonnés sans forcément finir au fond de l'eau. On connaît tous des histoires de plaisanciers partis pour un grand voyage ou ces skippers de bateaux de course célèbres qui ont dû abandonner leur bateau à un moment critique et que l'on retrouve de l'autre côté de l'Atlantique quelques mois plus tard ayant terminé seul la traversée entamée avec un équipage. Ces bateaux, errant plusieurs mois, souvent remplis d'eau, flottant entre deux eaux, sont parfaitement invisibles à l'œil nu et souvent même par un radar. Enfin, parmi tous ces objets à la dérive, il y a aussi ceux qui s'y trouvent pour la bonne cause. C'est ainsi que l'on trouve dans les océans des objets volontairement mis à l'eau par les scientifiques, comme les bouées météo dérivantes et autres flotteurs profonds immergés dans le cadre du programme Argo. Ces cylindres d'environ 1 mètre de longueur et d'une vingtaine de kilos passent leur temps de vie à dériver dans tous les océans du monde pour relayer par liaison satellite des profils de la température et de la salinité des mers de moins de 2000 mètres à la surface. Ces flotteurs profonds qui remontent à la surface régulièrement pour envoyer des informations collectées seraient environ 4000 actuellement en service. Mais combien de ceux qui ont été largués au début des années 2000 et qui ne sont plus en service sont-ils encore à flotter entre deux eaux? Aucun chiffre ne circule. Mais quand on voit la carte des balises actuellement repérables, on peut se demander comment passer à travers ce champ de mines sans encombre. Entre les conteneurs, les objets jetés à l'eau et les animaux marins, force est de constater que le risque de taper un OVNI est aujourd'hui suffisamment élevé pour que des solutions soient recherchées pour éviter et prévenir tout accident. Une de ces solutions pourrait s'appeler Oscar. C'est un système en cours de mise au point par une société bretonne. Oscar se compose d'une unité de vision à poser en tête de mât et d'un boîtier de calcul situé à l'intérieur du bateau, ce qui permet de repérer, analyser et déclencher des alertes en présence d'obstacles. Le système pourrait offrir très bientôt une solution aux bateaux de course. Dans un deuxième temps, celui-ci s'appliquera peut-être aussi à tous les navigateurs professionnels et amateurs. Mais actuellement, son prix très élevé, le surpoids embarqué dans le mât et sa consommation importante d'énergie en font un frein à son développement. De plus, Oscar n'est pas capable de détecter des objets sous la surface de l'eau. Les sonars dirigés vers l'avant sont également souvent cités, mais à l'inverse des caméras thermiques, ils ne détectent pas les objets trop proches de la surface et ne vous avertissent, dans le meilleur des cas, seulement 40 mètres avant l'impact, ce qui vous laisse que quelques secondes pour réagir. La solution la plus efficace, comme dans bien des cas, serait de prendre le problème à la source, en limitant le gigantisme des porte-conteneurs, en contrôlant davantage le contenu et l'arrimage des cargaisons. Il serait également possible d'obliger les armateurs à équiper chaque conteneur d'une balise. Cela faciliterait leur récupération. Il en serait de même pour les DCP, et l'idée d'une balise AIS fixée sur chaque voilier pourrait aussi s'avérer utile pour repérer facilement sur nos écrans de navigation une épave à la dérive. Le réchauffement climatique amplifie encore la présence en mer de troncs d'arbres et d'autres déchets venus tout droit des cours d'eau après des phénomènes météo de plus en plus violents. Et là, à part un changement radical de société, il ne faut pas rêver, il n'y a pas de solution. Il nous reste donc à nous préparer à une collision éventuelle. Il est à noter qu'aucune coque n'a la garantie de résister à un choc avec un OVNI. D'ailleurs, quelques bateaux en aluminium en ont déjà fait l'amère expérience. Une solution intéressante pour se prémunir d'une voie d'eau lors d'un choc frontal est d'installer des crash box à l'avant de son voilier.
Cela peut se faire en isolant le puits à chaîne du reste du bateau. Il est possible aussi de condamner une partie des coffres de la pointe avant. C'est ce que nous avons fait sur le Nomade. Les coffres ont été renforcés, étanchéifiés et ils disposent de vaches à eau souples que l'on peut vider et remplir d'air pour augmenter la flottabilité et chasser l'eau à l'extérieur. Je vous montre cela dans la vidéo que nous avons faite sur la visite intérieure du Nomade. Et j'envisage prochainement de faire une vidéo complètement dédiée à ce sujet pour bien vous expliquer le système mis en place à l'avant. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il est à noter également qu'il existe dans le commerce des airbags anti-naufrage couplés à des extincteurs au CO2. C'est le système BRS qui est censé empêcher le naufrage des bateaux endommagés par une voie d'eau. Il suffit de sortir le matériel de son sac, de visser à la main la buse fournie sur les extincteurs pour assurer le gonflage de ballons de 850 litres dans l'habitacle. Pensez à avoir toujours à bord du matériel de réparation. Une plaque de contreplaqué en 3 mm a l'avantage d'être flexible et pouvoir s'adapter facilement à la coque. Du Rubson pour la coller, éventuellement de la résine à prise sous l'eau, ça existe, une résine spéciale qui va vous permettre de bien coller cette plaque, qui va vous laisser le temps d'assécher le bateau pour des réparations ultérieures. Enfin, vous pouvez opter pour des voiliers insubmersibles, mais ils sont très peu sur le marché et ils ont l'inconvénient que toute la partie flottabilité va vous prendre de la place sur les rangements. En conclusion, continuons à prendre du plaisir à naviguer tout en restant vigilants sur tous les dangers qui peuvent nous entourer et en étant le plus préparé possible à les affronter. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. C'est un gros soutien pour nous. N'hésitez pas à me laisser des messages. Ça aussi, ça me permet d'évoluer et le fait de comprendre dans quel sens vous voulez aller vont complètement orienter les vidéos suivantes. Je vous souhaite à tous de belles navigations et je vous dis à bientôt.